Bonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le programme d'Executive Master, programme spécialisé en finance d'entreprise. Je suis Anne Frisch, la directrice académique du programme. C'est une formation en finance d'entreprise évidemment, d'excellence qui va vous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances, de progresser dans vos entreprises et vos métiers. Les contenus sont très riches. Vous allez acquérir des nouveaux savoirs théoriques, mais surtout pratiques. Des savoirs que vous pourrez utiliser dans votre job parce que vous êtes des professionnels, vous n'êtes plus des étudiants, vous êtes des professionnels, vous êtes en activité, vous avez choisi de suivre cette formation tout en restant dans vos pays et dans vos jobs. Vous travaillez et vous voulez des choses utiles. L'exigence pédagogique est forte, ça je vous préviens tout de suite, et le rythme est soutenu, ce qui va vous amener à développer une méthode de travail et d'organisation personnelle qui vous sera utile pendant toute votre vie, à trouver le bon dosage entre le travail individuel, le travail collectif, votre métier, votre formation, votre famille, votre vie privée. Il y a un peu de jonglage et vous verrez, vous en sortirez vraiment grandi. Moi, personnellement, j'adore enseigner dans ce programme. J'enseigne dans ce programme depuis, je crois que c'est 2019, 3 ans, 4 ans même déjà. J'adore enseigner dans ce programme pour la diversité des participants parce que vous êtes curieux, vous êtes ambitieux et je sais que ce programme aura un impact sur vos vies professionnelles. Comme je vous l'ai dit, vous allez acquérir des connaissances pointues, des méthodes de travail, de la rigueur. J'insiste beaucoup sur la rigueur. En finance, c'est important, mais de la vivacité d'esprit pour avancer dans vos vies professionnelles, peut-être même pour progresser et faire un grand bond en avant dans vos carrières. Parce que vous serez apte, après cette formation, à changer de métier, peut-être, si vous en avez envie, dans votre entreprise, ou à changer de secteur, ou même peut-être à créer votre entreprise si vous avez envie de voler de vos propres ailes. Vous vous préparez à être des experts, mais plus que des experts, à être des leaders dans chacun de vos pays. Je voudrais vous dérouler le programme qui est composé de 9 modules de finance. C'est très progressif, mais quand même riche et complet. On a choisi avec l'ensemble de l'équipe pédagogique les sujets clés de la finance d'entreprise. Vous avez une progression d'un module à l'autre et une perspective vraiment internationale sur l'ensemble des modules. Donc au module 1, on installe les fondamentaux que peut-être certains d'entre vous qui avaient suivi le M1 connaissaient déjà. Et donc on met tout le monde au même niveau. Il y a des mathématiques financières, bien sûr, il y a la valeur temps de l'argent, le taux d'intérêt, voilà, les grands classiques de la finance d'entreprise. Et puis dès le module 2, on vient sur la décision d'investissement, qui est une décision clé dans la finance. Quels outils, quelles méthodes pour prendre ces décisions d'investissement, que ce soit une décision d'investir dans une nouvelle usine, dans un nouveau pays, dans un nouveau marché, de racheter une autre entreprise, d'acheter un équipement, d'acheter une machine. Voilà, comment prendre cette décision d'investissement? Quelle est la bonne décision d'investissement? Quelle est la mauvaise aussi à identifier? Une fois que la décision d'investissement est prise, il s'agit de la financer. C'est ce qu'on voit au module 3, tous les instruments de financement qui permettent de financer des investissements, que ce soit de la dette ou des fonds propres, avec des instruments plus ou moins compliqués, plus ou moins hybrides, plus ou moins sophistiqués. Au module 4, c'est les marchés financiers, les options et les produits dérivés. Alors là, vous allez déjà dans la finance de marché avec des notions très importantes comme le risque de change, comment se couvrir du risque de change. Un sujet qu'on retrouve au module 5 qui est axé sur la finance à l'international et tous les risques. Au module 6, on parle de la gestion du BFR. Alors le BFR, ça veut dire le besoin en fonds de roulement. Et c'est tout l'argent qui est bloqué dans le cycle d'exploitation d'une entreprise. Et il y en a beaucoup dans les stocks, dans les encours clients, les retards de paiement des clients, par exemple. Il y a des risques associés. Le quotidien d'une entreprise et d'une équipe financière, d'un ou d'une directrice financière, c'est beaucoup optimiser le BFR et maîtriser les risques. Et donc, on a tout un module qui est dédié à ce sujet-là. Il y a aussi les stocks, très important, les stocks pour toutes les activités industrielles. Au module 7, la gestion de trésorerie. La trésorerie, c'est le cash qu'il y a sur les comptes en banque au jour le jour dans une entreprise. C'est son oxygène aussi pour qu'elle puisse payer ses fournisseurs, payer ses salariés. Comment on gère bien cette trésorerie compte tenu des réalités différentes selon les pays. C'est du très court terme, ça, la trésorerie. C'est du jour le jour. Au module 8, en revanche, on s'intéresse à des sujets plus stratégiques. L'évaluation d'une entreprise, l'évaluation
l'évaluation des titres d'une société dans le cadre d'opérations de fusion et acquisition. Donc là, c'est pas des décisions qu'on prend tous les jours, c'est des décisions très stratégiques et très structurantes qui peuvent être décisions d'acheter une entreprise ou de vendre une entreprise, et vous allez vous familiariser avec les techniques les plus sophistiquées qui sont utilisées dans les banques d'affaires. Et au dernier module, on s'intéresse à la finance verte. Donc là, on prend une perspective beaucoup plus long terme. L'enjeu, c'est le développement durable, c'est le changement climatique. On regarde les instruments financiers comme les obligations vertes qui permettent de financer des projets d'atténuation du changement climatique, d'adaptation, et tous les impacts sur les entreprises qui doivent s'aligner maintenant sur le développement durable, et ça concerne les entreprises du monde entier, y compris en Afrique. Donc vous voyez, les contenus sont très riches, très complets. Ce que vous allez apprendre aussi dans chaque module, c'est à appliquer plusieurs méthodes pour trouver la meilleure solution. C'est l'esprit ingénieur de ce programme. Nous vous entraînons à regarder vers le futur, à comprendre les risques, l'incertitude aussi. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il faut faire preuve d'humilité. Moi, je veux vous enseigner pas une finance arrogante, une finance responsable. Et chaque fois que possible, nous utiliserons des exemples qui vous parlent d'entreprises internationales ou africaines et un angle opérationnel. En complément de ce programme, vous avez aussi un module d'anglais, parce que l'anglais, c'est très important en finance. On ne peut pas faire de la finance sans avoir un niveau suffisant en anglais. Alors, je vous ai déjà pas mal parlé du programme. Je ne vous ai pas parlé de moi. Alors, je me présente quand même. J'ai été pendant 30 ans directrice financière de sociétés internationales des secteurs de l'industrie et de l'énergie, dans des entreprises qui avaient des chiffres d'affaires de plusieurs milliards, qui employaient des milliers de personnes, plutôt dans des secteurs capitalistiques très risqués, où j'ai piloté des grands projets d'investissement. J'ai fait des fusions-acquisitions, j'ai fait des restructurations, j'avais des équipes financières et comptables dans tous les pays du monde. J'étais à un niveau très senior de comité de direction. J'ai travaillé en étroite relation avec les conseils d'administration, avec les comités d'audit. J'étais dans des entreprises cotées, des commissaires aux comptes, les banques. Et puis, j'ai eu envie de transmettre ce que j'avais appris. Alors, je suis devenue prof de finance à HEC Paris. C'est l'école dont je suis diplômée depuis bien longtemps maintenant. Et dans le master finance de l'ISM, qui est un programme que j'aime beaucoup. Donc, comme vous avez compris, je ne suis pas une académie. Je ne fais pas de recherche. Je suis une ex-opérationnelle. Je sais prendre de la hauteur pour partager mes connaissances. Ce que vous devez faire, c'est prévoir une semaine de travail pour chaque chapitre du cours. Il faut commencer par lire le cours en profondeur. Donc, vous avez ce cours disponible sur la plateforme. Et il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'exemples. Donc, pour bien l'assimiler, il faut vous entraîner sur les exemples numériques qui sont donnés par les profs, les reconstruire dans votre propre tableau Excel. On insiste beaucoup pour que tous les auditeurs du programme construisent leurs propres outils de travail. Il faut réfléchir aux questions posées, faire le lien entre le cours et votre propre expérience ou pratique professionnelle, parce que vous avez des pratiques professionnelles, vous avez vu plein de choses. Vous pouvez aussi rechercher dans l'actualité financière et économique des illustrations des notions abordées, vous en trouverez plein. Et vous devez faire les tests en ligne correspondant à chaque chapitre. En général, un module, c'est 4 chapitres et chaque chapitre, il y a un test. Donc, vous faites une semaine par chapitre. Voilà. Et donc, le test, il faut le faire plusieurs fois pour améliorer vos résultats. Soyez exigeants. Vous pouvez viser un score à 100% et l'atteindre. Mon conseil, c'est vraiment de travailler 2 heures tous les jours, le matin quand vous êtes frais. Ainsi, vous êtes prêt pour le séminaire de fin de module et l'examen. Pour être encore plus précise, il y a ce qu'on appelle un calendrier intramodulaire. Donc ça, c'est un exemple. Vous voyez, là, c'est un chapitre qui avait un module avec 5 chapitres. En général, ils ont 4 chapitres. Celui-là, il en a 5. Voilà, il est un peu plus dense. Et vous comprenez, les chapitres ouvrent les uns après les autres et il y a un test par chapitre et vous avez une semaine pour étudier le cours et faire le test. Ensuite, le test est fermé et vous passez au chapitre suivant. Et donc, la clé du succès, c'est vraiment de travailler régulièrement. Et moi, j'ai vu des auditeurs qui travaillent régulièrement. Et ben, c'est vrai que c'est dur quand on est au module 1, c'est énorme et on a du mal à réussir les tests et un peu englouti. Mais on prend l'habitude, on s'entraîne. C'est comme, c'est comme de la gym, entraînement physique. Et je vois tous les auditeurs, quand ils arrivent au module 4, ils sont rodés, ils ont la méthode de travail et ils arrivent à en faire beaucoup plus en moins de temps. Donc,
N'ayez pas crainte, vous vous engagez dans une belle voie. Nous vous mettons aussi à disposition des outils de travail et de dialogue numérique, bien sûr. Donc, vous avez une plateforme eBeLearn sur laquelle vous trouverez tous vos cours et tests organisés par module. Et une classe dans WebEx, c'est super la classe parce que c'est un espace d'échange et d'entraide pour dialoguer avec les autres participants et le professeur responsable du module dans lequel vous pouvez poser vos questions, avoir un support des camarades pour ne pas rester bloqué. C'est pas un endroit où on échange les résultats des tests, mais c'est un endroit où on s'entraide et c'est aussi l'endroit où on fait nos séminaires. Je me réjouis de vous rencontrer bientôt, probablement pour le module 1 et je vous souhaite un magnifique parcours dans cette formation de l'Executive Master de Finance d'entreprise. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Éric Bell, je suis un des professeurs du Master d'ingénierie financière. Je vais vous présenter le programme du Master d'ingénierie financière et vous parler de l'équipe pédagogique. La formation d'ingénierie financière, c'est une formation diplômante. Elle a pour but de vous préparer le mieux possible à travailler dans la vie active et l'ensemble de ce que les professeurs et moi-même essayons de vous faire passer, ce sont des techniques, des savoirs que vous allez pouvoir directement employer dans votre activité professionnelle. Donc ça, c'est très important pour nous, c'est d'avoir un enseignement qui, si vous voulez, vous donne un petit peu de théorie, mais surtout est très ancré dans le réel et vous permet de traiter les problèmes qu'on rencontre concrètement en entreprise. Donc, pour ça, vous avez une équipe de professeurs à votre service. C'est cette équipe qui a conçu les modules, qui les a écrits, qui a conçu les exercices. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas, dans la formation qu'on vous propose, une dichotomie ou un écart, je dirais, entre ce qui vous est présenté et ce qu'on vous enseigne. On a passé beaucoup de temps à mettre au point ces supports de cours et ces exercices, et le but, c'est d'avoir vraiment une progression du savoir des auditeurs. Donc ça, c'est la présentation générale de la formation. Donc, ce qu'il faut à ce stade retenir, si vous voulez, c'est que elle est ancrée dans le réel, donc ce sont des choses directement utilisables. Il y a de la théorie, mais la théorie n'a d'intérêt que parce que ça vous permet de travailler sur la pratique dans votre activité professionnelle. Et ensuite, le but des professeurs, c'est de vous faire progresser avec des techniques et des méthodes que vous allez pouvoir directement appliquer. Alors, si vous voulez, on va passer à la présentation des différents modules. Donc, l'enseignement d'ingénierie financière se compose de 9 modules. 9 modules qui sont donc étalés sur toute l'année universitaire. Le premier module, c'est un module de prérequis. Donc, ce module de prérequis, on va essentiellement faire des rappels de Master 1 pour ceux d'entre vous qui ont fait un Master 1. Pour ceux qui n'ont pas fait de Master 1, on va donc présenter des choses qui, a priori, sont censées être connues, mais il est bon de les rappeler. Parmi les têtes de chapitre que je peux vous donner, il y a donc le compte de résultat, le bilan, bien évidemment. Il s'agit donc de parler de ces deux fondamentaux en finance, donc qui après nous permettront d'introduire les états financiers. Ensuite, il y a la valeur temps de l'argent. La finance, c'est souvent renoncer à une consommation immédiate pour une consommation plus tard. Donc, la valeur temps de l'argent est quelque chose d'important. Il y a une notion de risque et de rendement. Et puis, il y a la gestion de portefeuille. Donc ça, ce sont un certain nombre de concepts qu'on va utiliser comme un fil rouge tout au long de la formation et qui vont vous aider à travailler sur les différentes têtes de chapitre qui vont suivre. Deuxième module, c'est la décision d'investissement. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'on vous avait présenté les états financiers, le bilan, le compte de résultat. Là, on va introduire une troisième chose qui est le cash flow. Donc une fois que vous aurez le bilan, le compte de résultat, le cash flow et qu'on vous a présenté la variation des capitaux propres, vous aurez l'ensemble des états financiers. À ça, bien sûr, il faudra rajouter les notes du bilan qui font partie intégrante, je dirais, des états financiers que peut présenter une entreprise. On va vous présenter une autre chose qui est la notion de point mort. Alors, point mort, c'est très important, c'est le point mort économique, c'est le point mort financier, et puis c'est un point mort qui tient compte du coût du capital. Donc ça va permettre de définir les différents seuils de rentabilité de l'entreprise, ainsi que des notions de sensibilité. Si j'ai mon chiffre d'affaires qui augmente de 30%, compte tenu de ma structure de coût, de combien va augmenter mon résultat d'exploitation.
de combien va augmenter mon résultat net. Donc, toutes ces choses-là sont vues lors du deuxième module décision d'investissement. On voit aussi deux autres notions qui sont le coût du capital, le MEDAF, et puis les notions qui vous permettent d'apprécier la rentabilité des investissements, la VAN, donc la valeur actuelle nette, le TRI, le taux de rendement interne, et puis le délai de payback, donc de retour du capital lorsqu'on a fait un investissement. Donc comme vous voyez, le module 2 est assez chargé. Il faut savoir donc sur ce module, on demande pas mal de travail des auditeurs, puisque sur chaque tête de chapitre, on en a 4. Vous avez 4 séries de tests différents qui vous permettent d'appliquer les 4 cours que je viens de vous décrire. Troisième tête de chapitre, donc quelque chose qui va intéresser ceux d'entre vous qui sont matheux, et puis les autres, vous allez avoir quelque chose d'intéressant à découvrir. Il s'agit des options. Alors, des options et les produits dérivés. Donc, on va commencer par la base, vous présenter donc un marché et que veut dire être long ou short sur un marché. Ensuite, on va vous parler des cours à terme et de la façon dont le marché bouge. Donc, on a introduit la notion de volatilité. On va, dans un troisième support, on va vous parler des lois binomiales, donc qui sont à la base de tous les modèles d'options. Et donc, c'est la façon dont bougent les sous-jacents. Enfin, dans ce module, donc, on va introduire le pricing des options. Et puis, le quatrième module, lui, va rentrer dans le vif du sujet, les formules de valorisation des options, ainsi que toutes les mesures de risque des options. Donc, les mesures de risque des options, c'est le delta, comment varie le prix de l'option par rapport au prix du sous-jacent, c'est le θ, la façon dont la valeur temps passe. Je vous rappelle que lorsque vous achetez une option, vous achetez de la valeur temps, donc vous perdez un petit peu tous les jours si le cours de l'actif a changé, et au contraire, lorsque vous avez vendu une option, vous gagnez un petit peu tous les jours si le cours de l'actif reste inchangé. On va vous parler du Vega, la mesure de la sensibilité du prix de l'option à la mesure de la volatilité, et puis on va vous parler aussi la sensibilité du prix de l'option à la variation des taux d'intérêt. Donc à partir de là, vous aurez une bonne vision de la façon dont fonctionnent les options. Quatrième module, il s'agit des décisions de financement. Donc comme vous avez vu, il y a une progression logique dans tous ces modules. On a commencé par vous parler des prérequis, ensuite des décisions d'investissement, on vous a introduit les options, et là, on vous parle des décisions de financement. Alors, que recouvrent les décisions de financement? On vous parle des obligations, du crédit bail, donc de façon dont les entreprises, enfin plutôt les grosses entreprises se financent. On vous parle des augmentations de capital. Les augmentations de capital, ça concerne à la fois les petites entreprises et les grosses entreprises. Il s'agit de récupérer des fonds supplémentaires pour les déployer justement dans des opérations d'investissement. Et puis, la quatrième tête de chapitre, on vous parle des emprunts bancaires et des plans de financement. Donc, à partir de là, on vous a bien introduit la partie financement et la façon dont les entreprises utilisent ces techniques, que ce soit pour lever de la dette à travers des obligations, lever de la dette directement en empruntant auprès des banques, ou alors lever des capitaux propres en faisant des augmentations de capital. Alors, bien évidemment, on rentre relativement dans les détails là-dessus. On vous présente dans les augmentations de capital, par exemple, comment valoriser le droit préférentiel de souscription et comment conduire une opération là-dessus. Un des cas qui est étudié lors du séminaire de ce module, c'est l'augmentation de capital réel. Donc, on va vous faire travailler sur la façon dont l'entreprise qui est choisie a présenté son opération au marché, qu'est-ce qui s'est passé sur le cours de l'action, est-ce qu'on peut arriver en fonction de la présentation de l'opération financière à retrouver la valorisation du droit préférentiel de souscription. En fait, tout ça, c'est pour vous permettre de raisonner bien et de comprendre bien ce dont il s'agit. Le module 5 va être plus corporate finance. On va parler de l'évaluation des titres et de la façon dont se valorisent les titres sur le marché boursier ou dans le cadre d'une transaction de gré à gré. Donc à partir de là, on va vous introduire toutes les méthodes qui permettent de valoriser une entreprise. Donc les plus connues sont des méthodes qui sont liées au cash flow futur, donc ce qu'on appelle le DCF, le discounted cash flow, ou alors des méthodes liées aux dividendes. Donc on va vous présenter un panel de différentes méthodes. Bien évidemment, il n'y en a aucune qui est meilleure l'une que l'autre. Dans la pratique, je dirais que la plupart du temps, nous approchons la valeur des choses
à partir d'une approche multicritère. Donc, on s'occupe à la fois des transactions comparables, on s'occupe aussi du discounted cash flow, on s'occupe aussi de la méthode des rendements. Et je dirais que c'est la convergence des résultats de ces méthodes qui permet d'avoir un élément où le prix devrait se trouver. Après, bien évidemment, tout ça, c'est un art et non pas une science. Il y aura un vendeur qui veut vendre et donc qui sera prêt à faire une petite réduction par rapport à ce prix théorique. Au contraire, il y aura un acheteur qui veut acheter à n'importe quel prix, qui lui sera prêt à surpayer par rapport à ce prix entre guillemets théorique pour donner les différentes méthodes. Donc, si vous voulez, on va vous présenter comment dans la pratique s'organisent ces négociations. Pour négocier, bien évidemment, il faut approcher la valeur et le but de ce module-là, c'est de vous permettre d'approcher cette valeur. Sixième module, c'est un module qui va vous présenter le rachat des entreprises par effet de levier. Alors, le rachat des entreprises par effet de levier, qu'est-ce que c'est? C'est on crée plusieurs étages de société et on va décider d'endetter la société qui rachète la cible grâce à un emprunt qui a été négocié auprès d'une banque et la société donc qui a été l'objet de l'acquisition, donc qui est rachetée par le LBO, va distribuer des dividendes à la société mère. La société mère va utiliser ces dividendes pour rembourser l'emprunt. Pendant tout ce temps-là, bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire en tant que actionnaire majoritaire et donc détenteur du contrôle du LBO? On va essayer de se débrouiller pour instaurer des politiques qui permettent d'augmenter les EBITDA de la société cible et on va éventuellement constituer des opérations de build-up, c'est-à-dire racheter d'autres sociétés du même secteur de façon à avoir un ensemble plus gros. Enfin, donc on va vous expliquer toutes les politiques qui sont mises en œuvre dans ces opérations de LBO. Le but, bien évidemment, si vous voulez, c'est d'avoir une gestion qui est totalement focusée, totalement alignée sur la création de valeur et de mettre en œuvre toutes les politiques pour faire ça. Donc, de mettre en place des plans d'efficience, de mettre en place des plans où on va s'assurer que on va diminuer le plus possible le besoin en fonds de roulement en gérant mieux les stocks, en travaillant sur le délai client, en essayant de tirer un petit peu plus sur le délai fournisseur. Donc, on va essayer de vous montrer comment, dans la pratique, toutes ces choses-là s'organisent. Septième module, ce sont les opérations de fusion-acquisition. Donc, les opérations de fusion-acquisition sont des opérations haut de bilan. Il s'agit donc de négocier des rapprochements avec des entreprises. Et pour ça, comme dans le module 5, il y a une notion intéressante de l'évaluation. En quoi l'évaluation peut différer dans la valeur dans ce module de fusion-acquisition? C'est que dans ce module de fusion-acquisition, très souvent, on va rajouter au prix théorique de l'entreprise une prime de contrôle. Et donc, on va vous apprendre à calculer cette prime de contrôle en fonction de différents paramètres. Donc, toutes ces opérations de fusion-acquisition, d'apport partiel d'actifs sont vues lors de ce module. L'idée, c'est de vraiment vous permettre d'être opérationnel sur les opérations haut de bilan et de pouvoir directement dans votre entreprise, je dirais, vous intéresser à ces opérations, pas forcément de les conduire vous-même dès le départ, mais en tout cas d'être un auxiliaire intéressé et intéressant pour le directeur financier ou le président ou la présidente afin de l'aider à négocier dans les meilleures conditions. Donc, dans toutes ces opérations, si vous voulez, il y a toute une partie analyse des comptes, il y a toute une partie due diligence, il y a toute une partie mise en place des propositions, il y a aussi de la structuration juridique. Toutes ces choses-là sont abordées dans ce module-là. Module 8, c'est un module qui a trait aux OPA. Donc, les OPA, c'est les offres publiques d'achat. Donc, généralement, sur des sociétés cotées en bourse, vous avez soit des OPA amicales, soit des OPA inamicales. Le principe, c'est que un groupe, une société décide de lancer une offre publique d'achat, généralement à un cours qui est plus élevé que le cours actuellement coté en bourse. L'idée étant de prendre le contrôle de la société qui est la cible. Donc, on va vous apprendre la mise en œuvre de ces sociétés-là. Et on va vous présenter un certain nombre d'exemples de ces opérations. À chaque fois, ce sont des opérations assez intéressantes. Comme je vous ai indiqué, il s'agit de proposer un prix attractif pour les détenteurs de la société qui est la cible.
Donc très souvent, ça veut dire que on propose un prix qui est largement supérieur au prix du marché, quelquefois 10, 20, 30, 40, 50% au-dessus du prix du marché. Comment est-ce qu'on justifie ce prix? C'est une vraie question. Normalement, on apprend la théorie des marchés efficients, c'est-à-dire toute l'information est comprise dans les prix. Là, le prix qui va être proposé va être quelques dizaines de pourcents au-dessus du prix coté. Donc, les gens qui font faire cette proposition ne sont pas fous. Ils le font parce qu'ils ont d'excellentes raisons. Et c'est ça qu'on va vous apprendre. C'est comment raisonner pour trouver ces raisons. La plupart du temps, c'est lié à des primes de contrôle, c'est lié à des synergies, c'est lié à des actifs que vous avez remarqués dans la cible et qui sont un petit peu cachés et que vous allez mieux valoriser que les dirigeants existants. Toutes ces choses-là, on va vous les faire découvrir. Le 9e module, et on arrive donc à la fin de l'enseignement modulaire, l'enseignement théorique et pratique du master, il s'agit du module financiarisation des actifs, donc titrisation et actifs immobiliers. Donc ça, c'est un module tout nouveau sur lequel on vous présente la titrisation et l'immobilier. Alors pourquoi est-ce qu'on vous présente ces deux catégories d'actifs? C'est parce que ces deux catégories d'actifs se prêtent très très bien au financement sur les marchés financiers. Alors la titrisation, parce que la titrisation, c'est grosso modo regrouper un pool de créances et financer ce pool de créances en faisant des émissions obligataires. Donc vous avez ces opérations qui vous sont présentées, et l'immobilier, parce que l'immobilier est un actif durable, un actif à long terme, sur lequel il est relativement facile d'emprunter, et donc vous avez des opérations à effet de levier assez intéressantes. En plus, ce sont des opérations qui peuvent vous intéresser. Vous êtes sur des pays qui sont pour la plupart en forte croissance, avec une très forte croissance démographique et souvent une bonne croissance économique. Donc l'immobilier, dans ces cas-là, est un actif, une classe d'actifs qui est relativement surchauffe, puisqu'on a besoin de construire des logements, on a besoin de construire des infrastructures, on a besoin de construire des entrepôts, on a besoin de construire des centres commerciaux. Et donc là-dessus, vous pouvez avoir plusieurs opérateurs qui sont relativement habiles et qui vont réussir à financer ces opérations. Donc le but de ce module, c'est vous présenter comment ça fonctionne, vous présenter comment il faut préparer une opération immobilière et vous permettre, peut-être ceux d'entre vous qui en auront l'occasion, de devenir justement ces opérateurs très intéressés dans ce domaine de l'immobilier. Alors, la troisième partie de mon intervention, c'est vous présenter l'équipe pédagogique. Alors, l'équipe pédagogique est composée de plusieurs professeurs. La caractéristique, le fil rouge dans ces professeurs, c'est que ce sont tous à la fois des professeurs et des praticiens. Donc ça, c'est un fil rouge. Deuxième fil rouge qu'on a entre nous, c'est que on est tous anciens élèves ou professeurs ou enseignants à l'école des hautes études commerciales à HEC Paris. Je vous présente donc rapidement les professeurs. La professeure responsable du module est Anne Frisch. Donc Anne Frisch, c'est une HEC promotion 1987. Elle a une trentaine d'années d'expérience en direction financière dans plusieurs grands groupes, notamment le groupe Orano, le groupe Publicis. Donc elle a travaillé dans des grands groupes en France, à l'étranger. Depuis quelques années, elle est enseignante et donc, outre les programmes de l'ISM Paris, elle est enseignante à l'école des hautes études commerciales, où elle s'occupe de plusieurs masters et notamment du master d'ingénierie financière et de développement durable. Donc, Anne est la coordinatrice pédagogique du module d'ISM Paris. C'est donc elle qui supervise l'ensemble du contenu des enseignements. Deuxième intervenant, donc Sophie Rénal. Sophie Rénal est aussi une diplômée d'HEC 1994. C'est quelqu'un qui a une activité d'enseignant et de consultant auprès d'entreprises de taille intermédiaire. Elle conseille des dirigeants sur leurs opérations haut de bilan. Et donc, c'est une des intervenantes, notamment sur les modules d'ingénierie financière 6, 7 et 8. Troisième professeur, Olivier Lévin. Donc, Olivier Lévin est un ESCP, mais il est professeur aussi à HEC. C'est un professeur des universités, donc quelqu'un qui a fait un doctorat et qui a une HDR, une
une habilitation à diriger des recherches. C'est un banquier d'affaires aussi qui a travaillé dans le groupe Crédit Lyonnais et dans le groupe Crédit Agricole, donc Crédit Agricole Corporate and Investment Banking. Donc à la fois un praticien et un théoricien. Donc, quelqu'un qui va vous apporter beaucoup sur les enseignements qui vous sont proposés. Ensuite, nous avons Jean-Marc Servat. C'est un HEC 1988. C'est l'ancien trésorier de Dow Chemical en Europe. Donc, un spécialiste des produits dérivés et des marchés financiers. C'est le spécialiste des options, des stratégies optionnelles, des marchés long-short. Enfin, moi-même, Eric Bell. Donc, moi, je suis HEC 1987. Donc, j'ai une carrière d'abord une douzaine d'années sur les marchés financiers. J'ai travaillé notamment pour la Caisse des dépôts et pour une banque allemande, Dresdner, sur les marchés financiers, swap, cap, floor, options. Ensuite, je suis devenu directeur financier. Et là, j'ai travaillé pour plusieurs ETI, notamment le groupe SFA, une ETI qui fait plus de 300 millions d'euros. Dernièrement, j'ai travaillé dans l'immobilier pour plusieurs fonds immobiliers à Paris. Donc voilà pour cette présentation rapide des professeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est donc les professeurs sont tous à la fois des praticiens et des théoriciens. Ce sont eux qui ont construit les supports de cours, ce sont eux qui ont mis au point les exercices, ce sont eux qui interviennent dans les séminaires et ce sont eux qui préparent les examens. Le but des professeurs, bien évidemment, c'est permettre d'être diplômés de l'ISN dans le programme que vous suivez. C'est aussi de vous préparer le mieux possible pour la vie professionnelle et de vous donner donc à la fois le savoir théorique et le savoir pratique qui peut vous permettre de faire la différence dans l'entreprise où vous travaillez. Écoutez, j'ai été très content de vous présenter le programme et je vous dis à très bientôt. Le Master 1. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un cours qui va vous présenter les principaux thèmes de la finance d'entreprise. C'est une introduction, bien sûr. Il s'agit d'un Master 1 et non pas d'un Master 2. Donc, c'est une première introduction qui vise à vous donner les éléments qui vont vous permettre de vous orienter vers des carrières de financier d'entreprise, directeur financier, directeur du contrôle de gestion, directeur comptable, tous les métiers de la finance d'entreprise et surtout qui vont vous donner en fait les bons réflexes pour apporter aux dirigeants qui vous font confiance les bons éléments de décision. Alors, quelles vont être les choses qu'on va passer en revue? En premier, le cours est organisé autour de 6 modules. Donc, nous avons donc 6 modules qui sont répartis sur à peu près 6-7 mois de l'année. Chaque module dure à peu près 4 semaines. 4 semaines pendant lesquelles vous avez 4 supports de cours, 4 séries de tests. Ensuite, à l'issue de cette période de 4 semaines, avec donc 4 supports de cours, 4 séries de tests, on a ce qu'on appelle un séminaire et ensuite un examen. Alors, comment s'organise la scolarité et comment est-ce qu'on fait la pédagogie? Première chose, donc, je vous ai dit 4 supports de cours, 4 séries de tests. Donc là-dessus, les auditeurs sont tout seuls face à leur ordinateur. Ils peuvent donc avoir accès aux cours. Ils doivent faire les tests, avoir les meilleures notes possibles, bien sûr. Et lorsqu'ils éprouvent une difficulté de compréhension, ils ont accès à une classe virtuelle sur lequel les professeurs répondent à la demande. Donc, sur chaque module, on a un professeur responsable du module. Ce professeur va donc consulter la messagerie ou le forum du module tous les soirs et va répondre, je dirais en live, entre guillemets, à les interrogations des auditeurs. Donc, il va s'agir, si vous voulez, à chaque fois, d'approfondir la compréhension des auditeurs et puis de leur donner les meilleures choses pour qu'ils puissent réussir à comprendre. 4 semaines, 4 supports de cours, 4 séries de tests. Arrive la journée du séminaire. Donc la journée du séminaire, c'est la journée de récapitulation des enseignements. Donc que fait le professeur? Le professeur va donc balayer rapidement les principaux acquis qu'on a cherché à vous faire passer pendant les 4 semaines. Le professeur va donner un certain nombre d'exercices, proposer le plus souvent un cas,
d'études, de réflexion sur les auditeurs. Donc ça, c'est la session du matin. Les auditeurs ensuite réfléchissent en groupe pendant 2 ou 3 heures, renvoient un travail au professeur, et ensuite le professeur, sur la deuxième partie du séminaire, donc la session de l'après-midi, va donner le corrigé du séminaire et préparer les élèves à l'examen. En même temps, il y aura donc la correction du cas. Ensuite, on a une session d'évaluation. Donc, il s'agit d'un examen qui est proposé aux auditeurs et auditrices 2 ou 3 jours après le séminaire. Donc, d'habitude, le séminaire a lieu soit le samedi, soit le dimanche, et l'examen est proposé le plus souvent le mardi. Et vous avez à ce moment-là l'enseignement et en même temps une évaluation par rapport aux choses que l'équipe pédagogique a cherché à vous faire passer. Alors, si vous voulez bien, on va donc donner quelques indications sur chacun des 6 modules qui vous sont proposés sur cette année. Alors, premier module, il s'agit des mathématiques financières, de la gestion de portefeuille. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on vous apprend? On vous apprend en fait les intérêts simples, les intérêts composés et l'escompte commercial. Ça, ce sont des notions dont vous avez besoin en finance d'entreprise. C'est la valeur temps de l'argent. On va raffiner ça avec une série d'instruments financiers qui sont usuels, donc des annuités, des emprunts obligataires. On va vous donner donc un certain nombre de formules qui vous permettent, je dirais, de calculer soit la valeur future d'une somme d'argent que vous avez à l'instant T, ou alors, connaissant la valeur future d'une somme d'argent, calculer sa valeur actuelle compte tenu du taux d'actualisation. Je dirais, la finance, c'est un exercice où on travaille sur le temps et le fait que à chaque fois qu'on a de l'argent, on peut soit le consommer immédiatement, soit au contraire le placer sur un horizon donné. À chaque fois, si cet argent, je le place, j'ai un taux de rentabilité. Si cet argent, je l'emprunte, j'ai un coût de financement. Pour ça, il faut que les auditeurs et auditrices soient extrêmement à l'aise avec les mathématiques financières. Donc, nous avons un module consacré aux mathématiques financières. On aborde aussi en fin de module la gestion de portefeuille. Donc, la gestion de portefeuille, on a une série de notions sur la gestion de portefeuille, pas très poussées, mais qui vous donne un certain nombre de notions qui cherchent à vous faire passer les notions de rendement et de risque. Alors, le deuxième chapitre, il s'agit du diagnostic financier. Alors là, on va rentrer directement dans la finance d'entreprise et on va commencer donc à, si vous voulez, analyser les états financiers. On va partir du bilan tel qu'il est établi par les experts comptables et tel qu'il est proposé, tel qu'il est imposé, entre guillemets, par la normalisation comptable, donc les différentes autorités de régulation qui imposent une certaine présentation des bilans. Et en fait, ce bilan, on va essayer d'en faire quelque chose de compréhensible, entre guillemets, de compréhensible pour le financier en entreprise, quelque chose qui peut l'amener vers l'action. Et donc, pour l'amener vers l'action, avant de décider d'orientation, on doit commencer par avoir un bon diagnostic. Donc c'est ça qu'on va essayer de vous faire passer sur ce deuxième module. Il s'agit donc d'une approche où on passe du bilan comptable au bilan patrimonial. On va déterminer dans l'entreprise les capitaux permanents. Ensuite, après, on va passer du bilan patrimonial au bilan fonctionnel. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Si vous voulez, il s'agit en fait de, grosso modo, segmenter le financement de l'entreprise. D'un côté, des capitaux permanents, de l'autre, du besoin en fonds de roulement, besoin en fonds de roulement d'exploitation, besoin en fonds de roulement hors exploitation, et au final, la trésorerie. On va faire la même chose sur le diagnostic financier du compte de résultat. Et là, on va vous faire aborder les notions de marge et les notions de risque. Nous avons donc plusieurs éléments qui vont être revus. Donc le risque d'exploitation, donc là, de quoi s'agit-il? Il s'agit des relations coût-volume et des marges bénéficiaires, donc du profit retiré par l'exploitation. On a une deuxième nature de risque qui est le risque financier. Là, c'est un risque de structure financière. On a une troisième nature de risque qui est un risque de faillite, donc risque de faillite et risque de défaillance. Nous en sommes donc au module 2. Maintenant, voyons qu'est-ce que va vous apporter le module 3. Alors le module 3, il est intitulé Décision d'investissement, outils et méthodes. Donc on vous permet de calculer
la valeur actuelle nette d'un projet d'investissement. Donc, j'investis, je fais des prévisions sur les cash flows futurs que je vais pouvoir dégager grâce à un investissement. Et je vais donc valoriser ces cash flows futurs, les ramener en valeur actuelle. C'est le concept de valeur actuelle nette. Et c'est ce que nous allons vous présenter. Un autre concept qu'on va vous présenter, c'est le taux de rendement interne. C'est-à-dire, c'est éminemment lié à la valeur actuelle nette. C'est le taux pour lequel la valeur actuelle nette est égale à 0. Ce taux de rendement interne, c'est une notion extrêmement usuelle, extrêmement usitée par les fonds d'investissement dans le calcul des taux de rentabilité des opérations de private equity ou des taux de rentabilité des opérations d'immobilier, par exemple. Et donc, nous allons vous présenter ça. On va vous présenter une troisième mesure qui est le délai de payback, donc le délai de retour sur investissement d'un investissement que vous avez fait. Au bout de combien de temps récupérez-vous votre argent ? Donc, ce qui se passe, c'est que toutes ces approches sont intéressantes, les unes indépendamment des autres. Elles vous permettent de faire passer aux personnes qui sont moins portées dans la finance d'entreprise des concepts simples de retour d'investissement, de retour sur investissement et répondre à la décision qui est dois-je ou non entreprendre cet investissement. C'est ça qui est important. Le module 4, il s'agit des options et des méthodes d'évaluation. Alors, les options, c'est quoi? C'est le droit d'acheter ou le droit de vendre un actif financier. Et ce droit-là, je peux soit l'acheter, soit le vendre. Donc, en fait, vous avez 4 opérations. Droit d'acheter, c'est les calls, donc j'achète ou je vends un call. Droit de vendre, c'est les puts, j'achète ou je vends un put. On peut faire des tas de combinaisons optionnelles, des tas de combinaisons d'options. Le méthode des options, c'est un raisonnement extrêmement important pour le financier. Pourquoi? Parce que le financier va vouloir garder de la flexibilité. Donc les options vont justement lui permettre de garder cette flexibilité. Là-dessus, qu'est-ce qu'on vous présente? On vous présente les principaux paramètres de sensibilité des options, le delta, le gamma, le θ et le vega. Donc 4 paramètres, on va aborder ces notions-là. Et à l'issue de ce module, vous saurez comprendre à quoi servent et quand utiliser les options. 5e module, il s'agit du besoin de financement, mesure et couverture. Donc là-dessus, une entreprise décide de financer des investissements. C'est ce qu'on a vu au module 3. Pour financer ces investissements, il faut lever des capitaux. Donc on s'intéresse au passif du bilan. Et le passif du bilan, ça nécessite soit de trouver des fonds propres, soit de trouver des instruments obligataires. Et c'est ce que nous allons travailler ensemble. Donc, on va mesurer ce besoin de financement et on va voir comment on peut lever des capitaux sur le marché. Donc, on lève des capitaux très souvent en émettant des obligations, différentes natures d'obligations, donc soit des obligations classiques, entre guillemets, qui payent un coupon, qui remboursent le principal à la fin de la période, soit des obligations à 0 coupon, des obligations qui ne payent pas de coupon, mais tout est remboursé en fin d'exercice, soit des obligations convertibles, ce sont des obligations qui donnent accès au capital sous réserve d'un certain nombre de conditions. Donc, on va vous parler un petit peu de ça. Il s'agit en fait d'un cours très généraliste, vous montrer comment ça fonctionne, et toutes ces choses-là, bien sûr, seront développées et approfondies en Master 2. Enfin, le dernier module, module 6, il s'agit du module sur la gestion du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie. Alors, qu'est-ce que le besoin en fonds de roulement? Le besoin en fonds de roulement, schématiquement, c'est stock plus client moins fournisseur. Il s'agit en fait de l'argent que doit investir l'entreprise pour financer le fait que lorsqu'elle vend des produits à ses clients, ces produits ne sont pas immédiatement payés. Donc, il y a des délais de paiement des clients. Deuxièmement, lorsque vous êtes un commerçant, vous êtes un magasin, vous devez approvisionner la marchandise avant de faire votre première opération. Il vous faut donc du stock. Donc pour ça, vous devez financer votre stock. Et en face, bien sûr, ces produits-là que vous avez achetés à des fournisseurs, de la même façon que vous accordez des délais de paiement à vos clients, les fournisseurs vous accordent un certain nombre de délais de paiement. Donc, ceci donne un décalage de trésorerie qui, le plus souvent, est un décalage qui doit être financé par l'entreprise, donc client plus stock moins fournisseur.
Le plus souvent, c'est quelque chose de positif. Ce BFR est positif. Ce BFR donc nécessite des capitaux permanents pour être financé. Et ce BFR a aussi une saisonnalité. Donc, on va vous apprendre de quoi est constitué le BFR. On va vous faire passer ces notions de saisonnalité. Et ensuite, on va aborder la notion de trésorerie. Alors, de quoi se compose la trésorerie? La trésorerie, elle va se composer à la fois donc des flux tirés de l'exploitation, donc c'est l'argent gagné par l'entreprise, et dedans est compris aussi la variation du besoin de fonds de roulement. La trésorerie, elle va être aussi impactée par la politique d'investissement de l'entreprise, donc les achats de machines, et puis par sa politique de financement, l'entreprise a-t-elle réussi à lever des capitaux pour financer ses besoins d'investissement, soit par des emprunts, soit en émettant des actions. Donc, en conclusion, si vous le voulez bien, ce module vous permet de travailler sur l'ensemble des éléments de finance d'entreprise. Donc, on démarre par des choses extrêmement mathématiques et ensuite, après, on démarre par des choses mathématiques et ensuite, après, on aborde l'entreprise et les problématiques du financier de l'entreprise. Au terme de ce module, vous devez être capable, si vous voulez, d'avoir commencé à intuiter les bons raisonnements qui vont vous permettre de travailler en finance d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marc Zolgadri et je suis professeur à ISA et Supmeca, responsable de la formation en logistique de Executive Master of Engineering première année. Et donc je vais vous décrire en fait le contenu de la formation sur cette année. Alors tout d'abord, commençons par l'idée principale en fait de cette formation. Comme vous pouvez le voir sur le slide, les collègues qui étaient à l'origine, à l'initiative en fait de cette formation, ont voulu toujours mettre en avant l'apprentissage pour toutes et pour tous, et en particulier, y compris pour ceux qui travaillaient. Donc probablement une grande partie d'entre vous, vous travaillez déjà, donc c'est un peu dans cette optique-là que cette formation a été créée. Il voulait, et évidemment, en tant que responsable de cette première année, je souhaite aussi que cette formation vous apporte une excellence, des compétences et des connaissances qui sont au niveau international pour que vous puissiez vous en servir et les valoriser par la suite. Donc, on va s'intéresser tout au long de cette année essentiellement à l'industrie, et en particulier ce qu'on appelle l'industrie 4.0, qui considère que finalement nous sommes actuellement dans une 4e révolution industrielle et dans laquelle on va avoir une interpénétration de technologies nouvelles à travers l'ensemble des opérations au sein d'une entreprise. Également, on a de plus en plus la prise en compte de l'homme dans l'exécution des opérations. Donc nous allons nous intéresser à des systèmes qui permettent de concevoir et de fabriquer, de produire et de mettre à disposition différents types de produits. Ces produits peuvent être relativement simples, donc si on considère qu'un smartphone est un produit simple, jusqu'aux produits de plus en plus complexes tels qu'un train, un avion, un véhicule ou des ordinateurs. Donc quasiment toutes sortes de produits manufacturiers. Nous allons donc nous intéresser à ce qu'on appelle donc le manufacturing au sens de la fabrication, et on ne peut pas oublier la fabrication sans tenir compte en fait de la chaîne logistique. Donc c'est ce qu'on appelle donc la supply chain. Et toutes les considérations liées à la problématique de la logistique. Et puis, un point extrêmement important sur lequel on va être relativement attentif, c'est la notion d'un développement soutenable. Donc tout ce qu'on vient de vous expliquer, tout ce qu'on va vous expliquer à travers cette année, il faut toujours le mettre dans une perspective de soutenabilité. Comment doit-on faire pour que la terre que nous allons laisser en héritage pour nos enfants puisse leur permettre en fait de vivre leur vie en ayant en fait accès à l'ensemble de ressources et de sources disponibles. Alors, le principe, la structure de cette année est composée de 5 modules, tels que vous pouvez le voir ici à l'écran. Ces 5 modules, ce sont les piliers sur lesquels on va pouvoir construire la suite de votre formation. Et vous voyez bien le 6e qui est la langue anglaise, qui est montré à droite.
qui va être relativement un module qui est évidemment à part, mais également à travers, en tout cas, 2 des modules, on va les mettre en œuvre pour que vous puissiez commencer à avoir cette notion de vocabulaire spécifique de l'anglais dans ces différents systèmes. Donc commençons par le premier. Donc la toute première chose dans cette formation, c'est s'intéresser à ce qu'on appelle donc la gestion des opérations. Qu'est-ce que c'est qu'une opération? À travers, c'est le fait d'exécuter, le fait de peindre, le fait de déplacer un objet, fréser ou autre. Et donc, on va s'intéresser à la question des opérations, donc à travers un certain nombre de chapitres que vous allez voir. On va d'abord dire ce que c'est qu'une opération, qu'est-ce que ça veut dire la gestion des opérations, quelles sont les performances associées aux différentes opérations. Donc vous allez vous apercevoir qu'on peut très bien avoir des performances pour une banque, un hôpital, mais aussi pour une entreprise manufacturière. La stratégie, on peut avoir plusieurs types de stratégies. Les stratégies, par exemple, si je prends l'exemple de Rolls-Royce, évidemment, ce n'est pas la même stratégie industrielle que la stratégie industrielle de Dacia, qui est un fabricant on va dire, de véhicules low cost. Ensuite, après cette première partie, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la conception au sens très large. Donc la conception aussi bien de processus de production que les processus de fabrication. Et on va pouvoir, par la suite, s'intéresser à la notion de la conception de produits et des services, comment on conçoit les produits, comment doit-on faire pour qu'une chaîne logistique, donc une succession de clients-fournisseurs, puisse se mettre en œuvre pour qu'à la fin, en tant que consommateur, on puisse utiliser les produits. Et évidemment, on va mettre aussi en exergue la notion de donc ce qu'on appelle layout, c'est-à-dire comment vous devez concevoir vos ateliers, l'emplacement des machines, l'emplacement des entrepôts au sein de l'entreprise et les différents flux de produits qu'on doit gérer. Ce cours est fondé sur la base de ces 2 livres que vous pouvez voir à droite, qui sont utilisés, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans les meilleures universités anglo-saxonnes, par exemple. Ensuite, nous allons nous intéresser à la question des mathématiques financières et la gestion de portefeuille. Donc là, une fois qu'on aura compris dans le premier module et on aura eu les bases théoriques de ce que c'est que une série d'opérations, on va s'intéresser à la question de qu'est-ce que c'est que les intérêts simples et composés, que signifient en fait les emprunts, qu'est-ce que ça veut dire le versement périodique ou les annuités. Et ensuite, on va commencer à rentrer dans la notion de mathématiques de base. Et vous allez vous apercevoir ensuite qu'une partie du cours, donc la deuxième partie du cours, on va dire, est consacrée à la gestion de portefeuille et à l'évaluation de ce portefeuille. Donc, vous voyez bien aussi encore de nouveau à l'écran les livres qui seront utilisés comme support à ce module. Ensuite, on va s'intéresser à la notion d'optimisation. Lorsque vous allez regarder dans vos entreprises, là où vous travaillez, ou dans les entreprises, d'autres entreprises où vous avez eu l'opportunité d'aller, on peut se dire parfois, est-ce que véritablement c'est bien fait? Est-ce que j'ai bien organisé mon travail? Est-ce que l'entreprise a suffisamment de place? Donc l'ensemble de ces questions nous amène à une étude donc une optimisation de système de production. Pour cela, on va s'appuyer sur une théorie mathématique qui est la théorie des graphes, dans laquelle on va définir ce que c'est que d'ailleurs un graphe ou un réseau, qu'est-ce que signifie la notion de connexité, le parcours, le chemin le plus court, qu'est-ce que c'est qu'un flow dans un réseau, et ensuite on va terminer ce chapitre-là par le problème d'ordonnancement. Lorsqu'on va s'intéresser à la question d'optimisation, donc on peut très bien imaginer le premier chapitre est plutôt sur une sorte de modélisation, et dans le deuxième chapitre, on va s'intéresser à la question de résolution, donc réellement la question d'optimisation. Donc la programmation linéaire, qui est une forme de programmation mathématique, dans laquelle vous allez apprendre comment peut-on, pour modéliser un système, un problème sous forme d'un programme linéaire, et comment on va pouvoir résoudre. Donc c'est cette question de résolution qui est, entre autres, donnée par l'algorithme du simplex. Ensuite, vous allez terminer par une programmation linéaire en nombre entier. Donc, de nouveau, vous voyez ici l'un des livres de référence autour des graphes et des algorithmes. Maintenant, on a compris qu'est-ce que c'est qu'un système,
les premières notions de la mathématisation et des modèles financiers. Ensuite, qu'est-ce que c'est que l'optimisation du fonctionnement? Et maintenant, on va s'intéresser à la question de la qualité. Donc, dans ce module, on va décrire qu'est-ce que c'est que la qualité au sens large. Ensuite, on va prendre appui sur la théorie des statistiques qui permettent de prendre des faits, prendre les données sur le système qu'on est en train d'utiliser pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une variabilité dans une population. Donc, une variabilité dans une population, par exemple, c'est la différence entre deux pièces fabriquées par une même machine dans un même ordre de fabrication. Et donc, on va utiliser de manière relativement raisonnée ces outils statistiques pour pouvoir à la fois modéliser, mais aussi faire des inférences, faire des tests d'hypothèses, et puis notamment identifier si la population des données dont on parle est une population normale. Donc, il s'agit véritablement, encore une fois, un usage raisonné de ces outils statistiques. Pas de difficultés vraiment. Ensuite, on va appliquer justement ces outils statistiques pour la production. Donc, on va s'intéresser à la production et vous allez apprendre comment on utilise en fait ce qu'on appelle les cartes de contrôle pour suivre le fonctionnement d'une ligne de production par exemple. Dès lors qu'il s'agit de la qualité, donc j'ai parlé de données, on va aussi se poser la question de dire comment je peux analyser un système de mesure. Donc un système de mesure, c'est lorsque vous prenez un pied à coulisse et vous mesurez par exemple une longueur à plusieurs reprises. Et donc on doit être certain que les mesures que nous prenons sont justes. Donc ce module est basé sur les deux livres que vous voyez, en particulier le livre de gauche qui est l'outil principal. Nous terminerons ces séries de modules techniques par un module sur le transport et distribution. Donc la question de transport, évidemment on ne peut pas ignorer aujourd'hui la question de transport, avec toutes ces considérations liées à la soutenabilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, les transports multimodaux, quand on achète un produit quelconque, parfois un produit, et ce produit a déjà fait 20 000 km à travers la Terre, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas probablement. Et donc, en tout cas, on va chercher à comprendre quels sont les modes de transport, comment on fait pour la distribution. Également, on va se poser la question de la localisation des entrepôts. Donc, imaginez, vous avez une entreprise qui a des entrepôts au niveau d'une région, au niveau d'un pays, voire au niveau d'un continent. Que ce soit en Afrique, ou que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, on a toujours cette problématique de dire où est-ce que je vais déposer mes entrepôts principaux. Et puis, il y a évidemment toute la question de transport en amont et transport en aval par rapport à cette prise en compte de l'entreprise qui fabrique les pièces. Et donc, de nouveau, les références que je vous ai données à droite. Alors, gardez à l'esprit que nous insistons sur l'utilisation, évidemment, des techniques, des outils mathématiques, et en particulier de l'anglais. Donc, vous allez vous apercevoir que deux des modules, les supports du cours sont proposés en bilingue, donc vous avez le support en anglais et puis en français, et notre objectif, c'est vraiment de vous permettre de vous familiariser avec ce vocabulaire, et donc pouvoir élargir votre champ de compétences. Voilà, donc l'équipe pédagogique est pour l'instant relativement restreinte, comme vous pouvez le voir. Donc, Dr Hatsan qui est docteur en sciences de gestion, mon collègue Patrice Leclerc qui est maître de conférence à ISAE Supmeca, et moi-même. Donc nous allons vous former sur ces différents modules. Et donc, si pour une raison quelconque, si vous avez des questions sur le contenu, sur ce que je viens de vous dire, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur cette adresse email que je vous donne. Et si je ne peux pas répondre à cette question-là, parce qu'il s'agit d'une question très précise sur un module précis, et dans ce cas-là, je transférerai au responsable de ces modules. Je vous remercie et j'espère pouvoir vous voir bientôt, en tout cas via les outils de visioconférence, dans les cours de ENA logistique. Bien, je vais vous présenter la spécialisation achat de notre série de Master of Engineering en logistique. Je suis Gérard Baglin, je suis professeur émérite à HEC. J'ai écrit déjà pas mal d'ouvrages sur la supply chain. J'ai également créé la plateforme ePrélude que vous aurez l'occasion d'utiliser.
Cette spécialisation achat a été développée avec Madame Irène Foglierini, qui est professeure à l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris Europe, qui en est diplômée et qui s'occupe de toutes les formations achats dans cette institution, et elle fait énormément de conférences dans le monde entier. Cette formation s'inscrit dans la notion de formation à la supply chain. Qu'est-ce que c'est que la supply chain? La supply chain, c'est l'ensemble des opérations qui vont permettre de passer de produits qui se trouvent chez les fournisseurs jusqu'à la mise à disposition de ces produits ou de ces services d'ailleurs aux clients. Donc le but de ces formations, c'est de maîtriser globalement la fonction supply chain, d'être capable de s'intégrer dans des situations qui peuvent être variées et complexes selon les entreprises, les organisations dans lesquelles vous travaillez, mais en ayant toujours une vue stratégique, c'est-à-dire on se focalise pas sur un métier particulier, mais on veut voir le problème dans son ensemble et du point de vue des managers. Le contexte change beaucoup en ce moment avec le marché commun d'Afrique de l'Ouest qui va démarrer, peut-être la mise en commun de la monnaie, l'éco, pour remplacer toutes les monnaies nationales. Et puis aujourd'hui, ça prend une importance considérable du fait que toutes les supply chains sont en train de se reconfigurer, du fait des bouleversements dans l'environnement économique, suite au Covid par exemple, où on a été coupé de sources pendant un bon moment, de la guerre en Ukraine, où il y a un certain nombre de produits, de matières qui ne sont plus disponibles. Donc, il faut reconfigurer ces supply chains. Pour vous, il s'agit d'améliorer les compétences pour piloter des flux qui sont de plus en plus complexes, de maîtriser les systèmes d'information, de maîtriser le contrôle de gestion de la fonction pour que tout ça reste rentable et aujourd'hui, je dirais, de maîtriser les risques. Les missions de la supply chain, rapidement, c'est tout à fait central dans toutes les organisations puisque la bonne gestion de la supply chain a un impact direct sur le chiffre d'affaires parce que c'est la disponibilité des produits, c'est le délai de livraison, c'est l'image de l'organisation. Ça a un impact sur le bilan du fait des immobilisations qui sont créées à l'intérieur des flux de marchandises et également des immobilisations en termes de matériel. On s'intéressera en particulier, nous, aux besoins en fonds de roulement à tous les niveaux, matières premières, en cours, produits finis. Ça a un impact sur le compte de résultat avec les achats qui sont souvent la grosse partie du compte de résultat. Dans beaucoup d'entreprises, les achats vont représenter 60 à 80% du total du compte de résultat. L'autre préoccupation, c'est avoir une bonne utilisation de ses capacités de production, parce que avoir une machine qui peut produire 100, mais si elle ne produit que 50, on va perdre de la capacité. On a payé des capacités qui ne créent pas de valeur. À tous les niveaux, c'est se soucier de la productivité des facteurs. Longtemps, ça a été la productivité de la main-d'œuvre. Maintenant, c'est aussi la productivité des machines en termes de maintenance, donc ne pas perdre de temps. À tous les niveaux, c'est faire du lean, c'est-à-dire éliminer tous les gaspillages qui peuvent intervenir dans la chaîne. L'impact sur l'environnement, on va l'apprécier à plusieurs niveaux, au niveau de la conception des produits, au niveau du sourcing, au niveau du manufacturing, au niveau de la logistique de distribution, et puis ce qui est aussi plus nouveau, c'est la partie retour de recyclage pour faire de l'économie circulaire. Dans ces formations, vous voyez, ça couvre énormément de domaines. Donc, nous organisons ces formations maintenant en un tronc commun et des spécialisations. Donc, sur la partie achat, sur le segment achat, on développe une spécialisation achat qui va concerner les stratégies d'achat, la gestion opérationnelle, l'organisation et le pilotage de la fonction achat et les achats internationaux. Sur la production, on va s'intéresser en détail à la production, l'ordonnancement, le pilotage, l'industrie 4.0, la maintenance, la qualité, etc. Et la distribution. Donc, il va falloir gérer ces réseaux de distribution, planifier les flux dans les réseaux de distribution,
mettre au point sa logistique de distribution qui a beaucoup évolué dans les mois récents avec le développement considérable du e-commerce. Et puis, il faut piloter l'ensemble de ces flux. Donc, on va s'intéresser à la gauche, à la spécialisation achat. Comment cette formation a-t-elle été conçue? Il va y avoir des modules spécifiques aux achats, comme il y a des modules spécifiques à la production et à la distribution. Et puis, il y a un tronc commun. Donc, on commence par 2 modules sur la spécialisation achat, ensuite des modules de tronc commun, parce qu'il faut absolument que vous maîtrisiez l'ensemble des concepts de base de supply chain à tous les niveaux et que vous ayez une culture suffisante, sans être des spécialistes, dans plusieurs points, comme par exemple les coûts de revient. Il faut savoir ce que c'est qu'un coût de revient et comment ça se calcule. Être capable de prévoir la demande, être capable de gérer les stocks à tous les niveaux et organiser la planification. Et on revient sur les achats avec l'analyse des processus stratégiques du portefeuille d'achat et de mise en place de stratégies d'achat propres à chaque segment. Et puis, ce qui est très important, en particulier pour vous, c'est les achats internationaux. Donc, on va voir en détail comment on fait des achats internationaux. Donc, je vous ai mis ici le détail des chapitres qui composent chacun des modules. Donc, ça, c'est le tronc commun. Donc, vous avez concepts fondamentaux, flux, stock, charge, capacité. Et puis, ce qu'on a rajouté récemment aussi, c'est la production de services. Vous aurez ensuite une introduction aux ERP, les ERP Enterprise Resource Planning, qui maintenant constituent la colonne vertébrale de toutes les organisations. Donc un peu de formation sur qu'est-ce que c'est qu'un coût de revient, sur la notion de besoin en fond de roulement, sur la notion de point mort, et à partir de quel niveau d'activité une activité devient rentable. Prévision de la demande et gestion des stocks. Donc, pour pouvoir acheter, pour pouvoir produire, il faut être capable de prévoir un peu ses besoins futurs. Donc, on va voir en détail les méthodes de prévision de demande et de gestion des stocks jusqu'au contrôle réception. Enfin, dernier module commun, puisque c'est sur l'ensemble de la supply chain, c'est la notion de plan industriel et commercial, qu'on appelle le SNOP, pour faire chic en anglais, pour aboutir à des programmes directeurs d'activité de production qui vont induire des besoins en achat. Dans les modules achats, on commence par définir la position des achats dans la stratégie de l'entreprise. Les achats avaient un rôle administratif. Maintenant, ils ont de plus en plus un rôle stratégique. On s'en rend compte tous les jours, avec des contributions en termes d'économie, des savings, des économies sur les coûts d'achat, mais avec une responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Et puis, les achats sont aussi la source d'innovation pour le développement de nouvelles activités ou de nouveaux produits. On verra ensuite le processus opérationnel des achats et puis le type d'organisation à mettre en place. Récemment, avec la digitalisation, il y a des grands bouleversements puisque maintenant tout va passer par des procédures Internet. Donc, on étudie cela ici. Bon, ensuite, deuxième module d'achat, c'est le management opérationnel de l'achat, qui démarre avec les relations entre les achats et les prescripteurs et les utilisateurs pour bien définir ses besoins. Ensuite, il faut préparer un cahier des charges qui soit exprimé en termes fonctionnels, et non pas, il ne faut pas dire je veux ceci, mais je veux quelque chose qui fasse ça. Ensuite, comment faire un sourcing fournisseur et piloter son panel fournisseur avec l'introduction, la recherche et l'introduction de nouveaux fournisseurs dans le panel. Ensuite, l'analyse des offres et la négociation d'achat avec des grilles de décision. Et ça se termine par une partie juridique de contractualisation, puis ensuite on a le suivi de l'exécution. Le troisième module qui aura lieu après votre formation à la supply chain en général, après les modules communs, va revoir tout le processus stratégique avec tous les outils d'analyse, SWOT, PESTEL, etc., les grands choix stratégiques
sur les achats avec définir des stratégies d'achat par segment d'achat et puis enfin mesurer la performance des achats. Sur les achats internationaux, on va voir les problèmes de globalisation et de risque. En ce moment, on les subit avec ces risques de monosourcing que on avait pour beaucoup à partir de la Chine ou à partir de la Russie. On étudiera les transports à longue distance, qu'est-ce que c'est qu'un transport à longue distance, quelles sont les contraintes, quels sont les coûts, Incoterms et douanes, les problèmes de paiement et de garantie. Et puis, ce qui a beaucoup d'influence aussi, c'est quand on paye en devises ou sur des marchés. Donc, il faut se protéger contre les variations et les pertes éventuelles. La spécialisation distribution, donc vous avez un module D1 qui est notion de réseau de distribution et de transport. Donc on va voir les structures des réseaux de distribution. Est-ce que j'ai un entrepôt unique? Est-ce que j'ai des entrepôts régionaux, etc. On va voir la méthode DRP pour aller planifier les flux dans des réseaux pour gérer les réapprovisionnements à l'intérieur du réseau. On aura un zoom sur les transports à longue distance, comment calculer le fret sur les transports à longue distance. Transports à longue distance, que ce soit routier, ferroviaire, un petit peu maritime et aérien. On va voir comment on organise et on pilote ces transports en prenant en compte les incoterms, donc les types de contrats standards et les problèmes de douane. Et puis, si on a le temps de le faire, j'aurais voulu faire un zoom, mais c'est pas tout à fait fini, sur la logistique humanitaire, puisque c'est un gros problème de distribution, souvent, de marchandises vers des populations qui sont pas toujours très accessibles. Bon, on va voir maintenant la logistique de distribution dans le module D2. Donc là, on va voir l'entreposage, la notion de disponible à la vente, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux promettre à mes clients. On va voir la préparation de commandes et les transports à courte distance. Là. Donc la préparation de commandes, c'est le client vous commande par Internet, par exemple, tout un ensemble de produits, et donc il va falloir les regrouper, aller les chercher dans l'entrepôt, etc., et les expédier. Donc c'est ce qu'on voit dans ce chapitre 3. On va voir ensuite la livraison terminale et toute la relation client, puisque c'est souvent au moment de la livraison qu'il y a un contact direct entre l'organisation et le client. Donc, comment on va gérer cette relation? Et je veux pas en profiter de ce module D2 pour reparler des files d'attente, puisque là, on est face au client, au téléphone, etc. Et même au téléphone, il y a des files d'attente. Vous avez noté que parfois, tous nos postes sont occupés, veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Ensuite, pour la distribution, le module D3 va concerner, alors on va reprendre un peu l'ensemble, le pilotage global de la supply chain, avec les achats. On va venir rapidement sur les achats. Enfin, rapidement, c'est tout un gros chapitre sur les achats. On va voir toutes les formes de collaboration client-fournisseur avec l'organisation GPA, c'est gestion partagée des approvisionnements, le problème de l'effet bullwhip, c'est-à-dire d'amplification des variations en bout de chaîne vers l'amont, jusqu'à l'organisation de la logistique amont. On va parler du développement durable de la supply chain, comme je vous l'ai déjà évoqué, et puis on va parler du management global de cette supply chain pour prendre des décisions cohérentes d'un bout à l'autre. Et on va reparler ici de la traçabilité qui est liée aux relations client-fournisseur. Pour terminer dans ce module D4, on va voir les problèmes de décision d'approvisionnement selon les types de demandes. Si vous avez une demande qui est à peu près constante, c'est simple. Mais si vous avez une demande saisonnière, il va falloir gérer les saisonnalités. Si vous avez des nouveaux produits, il va falloir gérer l'alimentation de la supply chain en nouveaux produits. Donc, c'est tout ce que l'on voit dans ce chapitre. On va développer ensuite les logiciels avancés, les Advanced Planning Systems,
Donc, c'est des aides à la décision pour gérer les flux dans des réseaux complexes, des réseaux de distribution complexes, avec éventuellement des rééquilibrages entre les points de livraison. Et ce, de façon assez automatique, ça marche bien maintenant. Bon, donc là, on va ensuite parler de l'évaluation économique des projets. On voit par ailleurs en production, mais on va le voir aussi dans la distribution, puisque si vous décidez de construire un nouvel entrepôt, est-ce que c'est rentable ou pas? Et puis, on va terminer par le pilotage global de la supply chain, le rôle du supply chain manager, etc. Voilà, donc ça fait un bon bloc sur toute la partie distribution. Maîtriser tout ça, vous êtes capable de gérer toute la partie aval d'une organisation. Parallèlement, vous aurez un accès à l'ERP pédagogique ipreduit.com. Vous pouvez prendre la main d'une entreprise complète de façon très spécialisée, très simplifié, mais qui couvre tous les domaines. Dans chacun des modules, donc vous allez avoir 9 modules. Vous avez 5 modules qui sont de tronc commun à la supply chain et 4 modules pour les achats. Un module, on vous met beaucoup de matériel pédagogique, mais on ne fait pas de cours magistral, c'est-à-dire que vous devez travailler par vous-même, étudier par vous-même, et on est là pour vous assister si vous avez des difficultés. Donc un module, il y a généralement 4 à 5 chapitres. Dans un chapitre, vous avez une présentation détaillée, un quiz pour vérifier l'acquisition des connaissances, si vous avez tout compris, ou si vous avez besoin d'explications, c'est le moment de poser des questions. Ensuite, vous avez le texte d'exercice ou de cas, et puis surtout en supply chain, des feuilles Excel pour préparer l'exercice, et pour terminer, encore un quiz pour reporter les réponses des exercices ou des cas. À l'issue du module, vous avez une journée de séminaire qui va consister à préparer un cas en groupe, et puis ensuite, quelques jours après, vous avez un examen qui se passe sur une autre plateforme qui s'appelle Manage Exam, qui dure 2 à 3 heures. Je voulais vous montrer quand même pour illustrer, voilà un exemple de présentation. Vous aurez des liens vers des vidéos YouTube pour illustrer tout ça. Au total, vous aurez à lire, à étudier autour de 900 pages. Donc, dans chaque module, vous avez 6 à 10 quiz pour un total de 120 à 150 questions qu'il faut soumettre à l'équipe pédagogique à travers la plateforme qui suit votre travail et qui évalue votre travail. Voilà ce que c'est qu'un exercice. Un exercice, on vous donne un texte et puis une feuille Excel. Vous aurez à travailler là-dessus et ensuite vous avez à répondre à un quiz. On vous demande quelle est la valeur que vous avez trouvée dans telle ou telle cellule. Donc le séminaire, ça consiste à une journée complète avec un professeur. Donc, mais pour ce faire, on vous donne un cas à 8 heures du matin où vous devez préparer en groupe, analyser, rechercher quelle est la problématique, quelles sont les méthodes que vous pouvez utiliser pour le résoudre. Ensuite, on répond à vos questions, vous retravaillez en groupe pendant 2 heures, 2 ou 3 heures, et puis ensuite on corrige le cas, puis on revient sur le cours éventuellement et sur les exercices proposés. Bon, le projet de groupe est très important, c'est-à-dire que c'est un tiers de votre formation à peu près. Le but est de développer chez vous plusieurs compétences stratégiques pour avoir une vision globale de l'organisation, des compétences d'analyse. Vous allez recueillir des données, des compétences de mise en œuvre, des compétences de gestion de projet et des compétences de communication, puisque tout cela se termine par la remise d'un rapport et une présentation orale. Alors la première chose, c'est de trouver une entreprise dans laquelle vous allez pouvoir travailler. Donc, il faut constituer des groupes de 5. Vous aurez un guide de diagnostic, un aide au diagnostic. Vous êtes en position de consultant externe et vous allez travailler pendant tout le long de la formation sur cette étude. Qui va s'occuper de ça? Eh bien,
votre serviteur ici, avec Madame Foglierini. Et puis, il y a d'autres professeurs qui vont intervenir. Le professeur Samir Lamouri, qui est professeur aux arts et métiers, professeur Danny Karcher, professeur André Thomas et Patrick Genin, qui est en fait un praticien, lui, responsable de la supply chain chez Audemars Piguet, qui fabrique des montres de luxe. Bon, voilà tous les ouvrages que nous avons commis. Donc, on a beaucoup travaillé. On est aujourd'hui un des centres les plus actifs en termes de formation à la supply chain. Vous serez suivis tout au long de la formation. L'ensemble des quiz compte pour 30% de la note finale. Le travail que vous effectuez lors du séminaire, il faut absolument assister au séminaire, compte pour 20% de la note finale. L'examen individuel compte pour 50% de la note finale. Et un module est validé si vous obtenez une note globale supérieure à 50%. En cas d'échec, on organise quelques examens de rattrapage. J'insiste aussi sur le fait que vous avez un module d'anglais tout au long de cette formation, parce que c'est absolument indispensable aujourd'hui de travailler en anglais. Et le diagnostic vous apporte 30 crédits.